Vous écoutez Apérosexo, un podcast animé par une professionnelle en sexologie. Ici, on parle de dating, de relations, de break-up, de célibat. Tout au long de la saison, je vais recevoir des experts, des expertes, des invités du monde de l'influence. On est là pour vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre intimité et dans votre vie amoureuse. La saison 4 du balado est présentée par nos deux partenaires officiels. Séduction, c'est bien plus qu'une boutique érotique. C'est un espace d'exploration, de plaisir, de découverte où chacune est invité à vivre sa sensualité librement dans un esprit d'ouverture. Vous pouvez utiliser le code promo APÉRO15. On a aussi Cul-de-sac, qui est les jeux de discussion créés par Apérosexo. Toutes les questions ont été rédigées par deux professionnels en sexologie, dont moi. Donc, que ça soit pour jouer en couple, en date, entre amis, c'est des jeux de conversation pour avoir des vraies conversations, des deep talks avec nos proches. Vous pouvez utiliser le code promo podcast10. Le lien vers les sites web de nos deux partenaires sont dans la description de l'épisode. Bon épisode! Hello tout le monde! Aujourd'hui, je reçois Sylvie Lavallée. Tu es sexologue et psychothérapeute. Et j'ai vu que tu es aussi auteur de 7 livres, quand même. Tu as participé à plusieurs émissions de télé, tu es aussi animatrice à la radio. Et je te reçois aujourd'hui parce que tu te spécialises en rupture et trahison amoureuse, qui est le sujet de l'épisode. Bienvenue au balado. Merci. Je suis très contente de te recevoir parce que c'est un sujet que toi, tu fais de la clinique aussi. Oui. Fait que j'imagine que principalement de la clinique. Oui. Et est-ce que ta clientèle, c'est vraiment dans ces domaines-là, autour de la trahison, de la rupture, de l'infidélité amoureuse? Disons que, tu sais, ça va faire 28 ans que je pratique. Oui, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps, mais ce qui est beau dans notre profession, c'est qu'on peut vieillir dans notre profession. Tu sais, je suis pas une athlète olympique à 30 ans, je suis vieille, là, puis je finis, puis je suis trop blessée. Dans le fond, toute mon expérience clinique me sert encore et je peux tout mettre ça à profit. Absolument. Mais mes intérêts ont changé. Je pense que c'est plus ça. Mm-hmm. Et moi, je me plais à dire que j'aime mieux travailler avec des gens mêlés que des gens éteints. OK. Donc, des gens éteints, j'ai plus de désir, j'ai plus le goût, je le sais plus. Des gens mêlés, c'est je sais plus quoi faire de ma vie. Mm-hmm. Je me comprends plus. Je me reconnais plus dans cette relation-là. Mm-hmm. Je ne suis plus ce que j'étais au début de cette relation-là. J'ai perdu ma joie. Là, je me surprends à avoir des tentations. J'aurais le goût de faire des folies. Qu'est-ce que je veux dans ma vie, rendu à 35, 40, 45, 50? C'est ça qui me fait triper. OK, je comprends. Qui est un sac de nœuds, ouais. Puis on va défaire un nœud à la fois. J'ai pas prétention là, de tout guérir, là. Oui, loin oui. de moi, mais d'aider les gens à voir un petit peu plus clair puis faire du ménage dans leur tête, c'est vraiment plus ça qui me passionne. Donc, trahison amoureuse, ben c'est un acte de désengagement. Sinon, tu es célibataire. Donc, déjà là, il y a une faille. Il y a quelque chose d'intéressant que je suis engagée et désengagée. Comment ça se fait? Puis, en quoi je suis désengagée dans ma vie? Pourquoi je suis plus sur mon X, dans ce qui me motive, ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Moi, c'est vraiment plus ça. Spécialement, là, ces jours-ci et dans les années quelques qui me restent à travailler, là, c'est plus ça qui me passionne. Donc, les motifs de consultation, les gens viennent... tu sais, j'ai vu qu'il y avait infidélité aussi, que tu voyais des gens avec ce motif de consultation. Dans la trahison amoureuse, est-ce qu'on parle d'infidélité? Est-ce que c'est le thème sous-jacent ou il y a beaucoup d'autres choses qui couvrent la trahison amoureuse? OK. Quand on parle d'infidélité en général, c'est un acte de trahison. La trahison, c'est j'agis à l'insu de l'autre. Je t'abandonne un peu. Je te fuis. Je m'occupe de moi et je te mens. OK. Donc, c'est tout ce que je ne ferais pas en ta présence. Je comprends. Okay? C'est vraiment ça la définition de la trahison. Ça vient de traditore en latin qui veut dire celui qui abandonne. Donc, il y a vraiment jette la serviette. Et ça, c'est intéressant dans pourquoi je fais ça. Pourquoi je me fais ça? Parce qu'on s'entend, on cherche le trouble, là, OK? Que ce soit dans des couples ouverts, que ce soit dans des couples monogames, homo, hétéro, peu importe, là, OK? C'est généralisé, mais ça, c'est des enjeux d'infidélité. Puis c'est un peu comme si je suis infidèle à mon code d'éthique. Aussi. À mes valeurs et mes principes. C'était pas écrit dans ma ligne de vie que j'étais pour tromper à un moment donné. Bien sûr, il y a des gens qui ont des doubles vies puis qui sont... C'est un mode de vie. Il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres. Ah oui.
Il y en a qui sont totalement dédouanés, puis il y a des traits de personnalité aussi qui viennent avec ça, que j'ai le droit, hein, pas dire j'ai le doigt comme un ado, mais je me plais à plaire et je me plais à avoir des portes de sortie dans ma vie. Mais c'est encore une façon d'être désengagé. Puis, dans la trahison, on voit l'infidélité. Y a-t-il d'autres gros thèmes qui ressortent? Bien, il peut y avoir de la trahison dans la famille. Quand je pense à des héritages, des successions, du moment qu'on parle d'argent, il peut y avoir des trahisons. Tout ce qui est relationnel, en peu amitié, importe. Oui, OK. En amitié, quelqu'un qui a été déloyal, quelqu'un qui t'abandonne, qui te ghost. On appelle ça des deuils blancs ou des deuils ambigus. Tu sais, faire le deuil d'une personne qui existe encore, terrible. Terrible. Qui est un peu ça, le deuil amoureux, c'est toujours ça. Je veux dire, c'est une rupture qui, au final, est vécue comme un deuil parce que... Je vais citer une collègue avocate en droit de la famille qui faisait de la médiation qui m'avait dit « Sylvie, il n'y a rien de mieux qu'un ex mort. » Il est mort! Ouais. C'est ça, c'est tragique. On parle d'un ex, là, pas mon partenaire est Absolument. décédé. Parce que tu n'as plus à négocier avec. Mais un ex qui vit encore, qui vit sa vie, sa best life ailleurs, que tu vois ses réseaux sociaux, que tu as un réflexe compulsif d'aller voir comme si t'es maso. Tout le monde fait ça. Ouais. Puis c'est légitime. Puis c'est humain, puis ça fait partie du deuil et de la guérison. À un moment donné, je vais l'enlever de mes amis, je vais le tasser. Mais c'est ça, il n'y a rien de mieux que... Donc, la trahison, elle est familiale, elle est amicale, elle est professionnelle, des injustices, des coups bas, des gens bêtes. C'est un thème passionnant. Absolument. Puis après, il y a la rupture. Oui. Là, j'imagine aussi que tu as des gens qui sont en rupture amoureuse. Sur le point en processus, en réflexion, parce que avant de prendre la décision de rompre, c'est tout un cheminement. C'est longuement mûri. C'est rare que ça va être sur un coup de tête, parce qu'après ça, ça vient avec des regrets. Puis, tu sais, j'appelle ça des coupes yo-yo. On se laisse, on reprend, on se laisse, on reprend. Donc, on reprend ce qui était bon, on laisse le mauvais, mais on n'apprend rien. Moi, j'ai déjà eu... ça, c'était toute une expérience clinique. J'avais eu un patient qui avait laissé sa conjointe pour sa maîtresse avec qui il travaillait, tu sais, un classique. Donc, sa femme accepte ça, vit une tragédie, évidemment. Lui, il continue une nouvelle vie avec sa maîtresse. Là, il trouve que c'est plus aussi charmant qu'avant. Il revient avec son ex-femme, qui le reprend. Oui. Avec moult problèmes et blessures. Il revit les mêmes problèmes. Il se rappelle pourquoi il l'a laissé. Il retourne avec sa maîtresse qui le reprend. Oh mon Dieu. Et là, il revit la même passion initiale, mais les mêmes problèmes. Puis là, il vient me consulter parce que là, il ne sait plus où aller. Bien, j'ai dit, c'est parce que les deux ne t'aident pas. Vous êtes trois dans la même dynamique. Il n'y en a pas une qui te dit « ça suffit ». Puis lui, il n'était pas capable de décider. Personne décidait. Ouais. On parle pas d'un trouble, là. Oui. Non, je comprends. Puis c'est que, tu sais, des gens mêlés. Des gens mêlés. Oui. Des gens mêlés, c'est comme tu disais, c'est pas comme des gens éteints, c'est des gens qui ont besoin de direction, de réponse, d'accompagnement, de conseils. Puis quand t'es mêlé, c'est que je dirais que ce que je vais te partager là, puis à tout le monde, c'est comme une grande leçon de vie. Alors attention, parole d'évangile. On laisse quand il n'y a plus aucun avantage à retirer de la relation. Donc, quand on n'a plus peur de perdre, mais qu'on sait qu'on va gagner. Ah, que je vais être bien, je vais être seule, je vais être en paix. Ah, que j'aurai plus de problème. Ah, que j'aurai plus à le supporter. Je vais gagner en autonomie, en indépendance, en paix d'esprit. Mais tant que tu as peur de perdre, ah, je verrai plus mes enfants. Ah, là, ça va me coûter cher. C'est sûr, se laisser, on s'appauvrit. Là, il faut se relocaliser, déménager. Là, quand tu es au niveau de tes enfants, de l'argent, la sécurité émotionnelle, la présence de l'autre, ah, ben dans le fond, on est des bons amis. Ben dans le fond, il me fait rire. Ben dans le fond, on voyage bien ensemble. Tu laisses pas tant que tu as peur de perdre. Tu laisses quand tu veux. Tu sais ce que tu vas gagner. Mais est-ce que tout ce processus-là de
tu sais, quelqu'un qui veut laisser quelqu'un d'autre, il y en a que ça va prendre plus de temps, il y en a que ça va être plus rapide. Est-ce qu'une fois, de ton expérience, que tu as un peu... que tu te dis, là, vraiment au fond de toi, ouais, cette relation-là, c'est peut-être pas pour moi, c'est pas la femme de ma vie ou c'est pas l'homme de ma vie, est-ce que, peu importe le temps, ça finit quand même souvent par la finalité de la rupture, c'est peut-être la solution? Inévitable. Bien, comme je travaille beaucoup dans l'infidélité, statistiquement, OK, là, je travaille pas en recherche, je te parle de statistiques rapportées, là. Quand il y a un acte d'infidélité qui a été découvert ou avoué, 2 à 3 ans après, souvent, il y a une rupture. Il y a une faille. Il y a une cassure. Il y a quelque chose qui a été brisé. Oui. Puis peut-être que l'infidélité était un sabotage très inconscient de « j'amène mes valises sur le bord de la porte ». Mes valises ne sont pas dans ma valise d'auto, mais sont pas loin de la porte de sortie. Alors, ça vient comme sonner le gong de « c'est peut-être terminé ». Moi, j'ai toujours dit que l'infidélité, ça réveille et ça révèle. T'apprends quelque chose de qu'est-ce qui se passe dans ma vie pour que je fasse ça? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je veux? Tu sais, j'avais un patient, pas plus tard qu'hier, a eu un passé de toxicomanie, a fait des rechutes. Là, il n'est pas en récidive, mais il dit ça fait au moins 20 ans que je consomme dans l'industrie du sexe des escortes. Donc ça, c'est un type d'infidélité particulière parce que c'est anonyme. Et c'est ponctuel que j'appelle. C'est comme je commande une pizza. Là. Donc, c'est pas j'ai une liaison avec la meilleure amie de ma femme, ma belle-sœur, la voisine, une collègue, puis je suis quasiment en amour avec. Là. Je minimise pas, OK? Une infidélité, c'est une de trop, mais celle-là, pour lui, se dédouanait, mais c'est un peu la même recherche de son fixe. Donc, il y a comme, il faut analyser... Est-ce que j'aime ça me tenir sur la ligne? Mm-hmm. Tu sais, la ligne du danger de ce que je fais, c'est pas correct, mais je le fais quand même parce que consommer des drogues, on s'entend, ça mène à 2 choses, l'hôpital puis la morgue. Fait qu'on sait que c'est pas correct, on sait que ça nous... On construit rien, c'est pas édifiant. Mais j'y vais quand même. Puis je m'aime pas. Puis j'ai honte quand je fais ça. Alors, c'est comme s'il faut comprendre aussi qu'est-ce qui est en train de se passer. Là, je m'égare sur ta question, j'étais partie plus loin. Non, mais je trouve ça intéressant. Ma prochaine question, c'est est-ce que, avec les gens que tu vois, est-ce qu'il y a beaucoup de récidives d'infidélité où les gens, il y en a qui s'arrêtent à une, qui en vivent les conséquences et qui jamais retournent vers ce chemin? La plupart. Ah oui? Je dirais la plupart parce que quand c'est découvert, c'est un tsunami, c'est l'enfer. Pensez au pire des cauchemars, à pire des tortures médiévales, c'est plus que ça. C'est énorme, le ravage que ça fait dans le couple. Et ça, là, personne n'a envie de regoûter à ça. C'est suffisant pour tirer une leçon. Par contre, si la relation tient à un fil pas trop clair, puis que la relation a été découverte, mais que ça ne me tentait pas de la laisser, parce que ça fait des années que j'ai une liaison avec quelqu'un, puis que je magasine un peu ma sortie, ça se peut que cette personne-là, je peux dire à mon partenaire, ben OK, je regrette, mais tu sais, du bout des lèvres, là, je m'excuse, mais dans le fond, je m'excuse pas. On est peut-être plus à risque. Tu sais, le désir, il y a une longue durée de vie. Alors, ça dépend. Parce que des fois, l'infidélité peut être comme une porte de sortie à je suis pas capable de laisser l'autre, donc je vais faire la pire des trahisons. Donc, lui ou elle va finir par me laisser. C'est ça que les gens s'attendent un peu? Oui, puis je vais mettre une coche de plus. Quand les gens le font chez eux, là, tu as vraiment la valise quasiment dans ta valise d'auto. Là, tu te magasines, là, tu joues à roulette russe, puis il y a beaucoup de munitions. Là, tu te mets vraiment... À ce moment-là, il y a un niveau de détachement et d'irrespect de la relation principale, de faire ça chez vous, dans ton lit. Tu prends des risques. Moi, je trouve que ça devient comme un facteur aggravant. Ça, puis pas se protéger. Mais il y a comme l'auto-sabotage aussi, on dirait, dans ça. Ah, mais le désir, il est indiscipliné, hein? Ouais. Tu sais, dans une passion, dans un élan, t'as pas envie de réfléchir. T'as envie de le vivre. Est-ce que tu vois plus des gens qui le font de façon spontanée ou il y a vraiment des gens qui c'est pas réfléchi dans le sens
je choisis la personne et tout, mais que c'est un peu... ils savent ce qu'ils font, là, à 100%. Là. Qu'ils sont pas en consommation, qu'ils sont vraiment dans... J'imagine qu'il y a un peu les deux types. Là. Il y en a que c'est vraiment, je pense, spontané. Il peut y avoir plus de consommation, j'imagine, dans ces moments-là, parce qu'on a souvent moins... OK, je vais te donner des exemples. Le classique, là, de peut-être un peu plus mon époque, c'est vraiment classique, c'est les congrès. Alors, on s'en va en formation, on est en congrès, on est une gang de gens, tous au même diapason, tous dans la même profession, tous bien mis, tous là, passer un week-end ou une semaine, pas d'enfants, pas de partenaires, de l'alcool, des parties, des soupers, des soirées de gala, des remises de prix. On s'entend dessus, tout le monde est bien mis. Il y a comme un contexte érotisant là, qu'on est libre et disponible. Mais ce qui se passe en congrès, ça se passe en congrès. Premier exemple. Le voyage dans le sud, dans le chum de filles, puis ce qui se passe dans le sud se passe dans le sud, ou ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, tu comprends? Donc, dans des contextes où... c'est pas la vraie vie. C'est pas mon quotidien. Alors, où on pourrait appeler ça comme une petite erreur de parcours, que c'est avec un Australien que je ne reverrai plus jamais, qui reste à l'autre bout du monde. Mais c'est différent si on commence à se faire des FaceTime, à se faire des sextos, puis que cet Australien-là, il travaille dans une multinationale, puis il vient une fois par mois à Montréal. Tu sais, ça vient de changer la donne. Mais ces gens-là, que justement, c'était comme, tu sais, dans un autre monde, dans une autre vie, est-ce qu'ils viennent te voir par la culpabilité qu'ils vivent? Parce qu'il y a peu de chances que ce soit découvert, là. Y en a-tu qui le disent aussi, délibérément? La plupart des infidélités sont découvertes, pas dévoilées, à quasiment 90%. Fait que ce que ça veut dire, c'est que l'autre personne va le savoir, mais on n'en parlera pas. Un texto qui n'a pas été effacé, une vidéo, des appareils qui sont linkés ensemble, une trace qui n'a pas été effacée. Tu sais, le crime parfait qui n'est pas parfait. Alors, c'est un peu comme si c'est passé quelque chose de personnel, de secret. Je le dis pas. Quand je te disais tantôt la trahison, je le fais à l'insu, je garde ça secret. Donc, c'est dans la voûte, c'est occulté et archivé. Mais si... de par une petite gestuelle, un petit détail. Tu sais, vivre avec quelqu'un, on se connaît, puis l'autre va le sentir s'il y a un petit changement. Tu sais, on le sent quand l'autre nous ment. On le sent quand l'autre, il est pas là. Puis ça, c'est atavique. C'est depuis l'origine et l'évolution de l'espèce humaine de sentir que, tu sais, on se regarde, mais je pourrais savoir si tu me regardes, mais t'es pas là. Je comprends. Ça se sent. C'est un peu comme la première impression. C'est un allié ou c'est un ennemi. C'est atavique. Donc, c'est souvent ce ressenti-là qui va amener un changement. Si je reviens à ta question d'origine, c'est rare que ça va être prémédité, une infidélité, que là, je me cherche un amant, je me mets sur une application, genre Jalf, là, pas nommé, puis je recherche juste du sexe récréatif, sans engagement, avec d'autres personnes comme moi, qui ont envie de vivre une expérience. Il y en a qui vont utiliser cette voie-là parce qu'ils ont tellement levé la main avec leur partenaire de « Hey, je suis là. Hey, j'ai des besoins. Je t'avertis. » Puis que pas de son, pas d'image. Ils vont dire « Hey, là, je pense que je suis rendu là. » Puis il y en a d'autres ils ont une fragilité personnelle. Ils sont dans une période confuse de leur vie, d'épuisement, d'humeur dépressive, de surcharge mentale, puis qui ont un petit moment de faiblesse parce qu'il y a quelqu'un qui a donné un beau sourire, un beau compliment dans un timing donné, puis qui ne se comprennent pas. Puis là, ils peuvent venir consulter en disant « Ça me chavire, comment ça se fait? Pourquoi j'ai fait ça? » Puis là, on va entrer dans un questionnement plus profond. Y a-t-il des statistiques? C'est quoi dans ta tête le pourcentage de couples qui a eu de l'infidélité puis qui en a pas eu? Des fois, là, j'ai l'impression qu'on entend qu'il y a tellement d'infidélité qu'il y en a qui vont dire que c'est 90%, comme il y en a d'autres que... Non? Non. C'est sûr que dans ma réalité clinique, j'ai un biais, là. 100%! C'est clair, là. OK, j'ai un biais, je pourrais dire 100% tellement que je baigne là-dedans. Absolument. OK? C'est un peu comme...
j'ai déjà eu un chien, ma voisine était vétérinaire, puis je pense qu'il y avait une gastro, puis il y a un cancer de l'estomac. Là, j'étais dévastée, puis elle dit, hey, c'est mon quotidien, là, il n'y a rien là, 2 comprimés, c'est fini. Oui, toi, c'est les gens que tu vois. Tu sais, moi, c'est la même chose, ça fait partie de ma poutine quotidienne. Faut être fait fort pour tromper. Faut aimer le trouble. Faut être capable de gérer un agenda caché. Faut être capable de vivre avec le secret. Et il faut se dédouaner. Se pardonner personnellement. Et se trouver une bonne personne. Je suis pas criminelle. Je suis pas un monstre. Puis c'est pour ça, quand j'ai écrit Trahir, c'était beaucoup par amour pour les infidèles. On peut-tu les comprendre? Puis je vais vous expliquer d'où ils viennent, puis qu'est-ce qu'ils veulent, puis qu'est-ce qu'ils essaient de dire, puis qu'est-ce qu'ils recherchent. Oui, ils ont des défauts, mais ils ont un message à livrer. Il se passe quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Oui, ça révèle et ça réveille. Mm-hmm. On va se lancer dans les témoignages des gens. Oui. Donc, de rupture. Il y a plus je pense, d'histoires de rupture, de deuil amoureux que d'infidélité. Mais en gros, j'ai fait une story sur Instagram et j'ai demandé aux gens de me raconter de façon anonyme leurs témoignages. Donc, je les ai lus en diagonale et on va les lire aujourd'hui pour pouvoir peut-être en analyser puis ressortir des thèmes aussi communs. Donc, je me lance. Dans ma dernière relation, je me suis retrouvée à avoir peur de ne pas être assez en amour avec l'autre puisqu'il me disait toujours à quel point il m'aimait et ce, de façon excessive. Genre, après la première date, il m'avait écrit pour me dire qu'il n'avait jamais ressenti ça avec personne et j'en passe. J'ai donc commencé à matcher l'énergie même si ça me ressemblait pas du tout. Finalement, après 8 mois de relation, il me laissait en me disant que notre vision de l'amour était différente et que j'avais l'air plus into him qu'il était into me. Ça m'a brisée parce que je savais qu'au fond, je ne faisais que matcher son énergie. Avec du recul, j'ai appris à ne pas changer qui tu es en relation, juste pour matcher l'énergie, et je m'assume plus dans mes relations. Maintenant, le fait de me faire constamment dire à quel point l'autre m'aime et de façon inconditionnelle me trigger un peu, j'ai constamment l'impression de me faire love bomb. OK, là, il y a beaucoup d'expressions. Le matcher, l'énergie, ça veut dire quoi? Si j'essaie de paraphraser ou de le traduire dans mon langage, est-ce qu'elle essaie de s'adapter? Elle a essayé de s'adapter. OK. Il se peut qu'on rencontre quelqu'un qui a des exigences plus élevées, des attentes. C'est humain d'avoir des attentes, tellement. Mais maudit qu'on est malheureux quand on a des attentes. Alors, probablement que cette personne-là, ce gars-là, devait avoir des attentes, puis probablement qu'il y a eu l'effet « wow » quand il l'a vu, puis ça se peut que ce qu'elle dégage, ce qu'elle représentait pour lui, c'était ça. Il avait enfin trouvé. Pour elle, ça se peut que ça soit pas réciproque, ça se peut que ça soit pas aussi chargé. L'erreur, c'est d'essayer d'être là au même niveau que l'autre, puis d'être caméléon. Jamais. Perdez pas votre couleur ni votre saveur. Il faut qu'elle trouve son effet wow et pas s'adapter à l'autre. Puis après, de se faire laisser pour la raison pour laquelle elle s'était adaptée, il y a quelque chose là-dedans de... Tu sais, je pense que, comme elle le nomme à la fin, elle le fera plus. Tu sais, on dirait que c'est comme une leçon de « j'ai essayé de m'adapter, puis tu me laissais pour la raison. » Mais... Bon, il y a beaucoup d'éléments qui nous manquent, là. Je pourrais pas évaluer cette situation-là. C'est sûr. Ça va être ça avec... Disons que ce gars-là, il faudrait qu'il soit ici pour nous parler de... Absolument. Tu sais, quelqu'un qui a beaucoup d'exigences et des attentes comme un éternel insatisfait. Tu sais, quelqu'un qui c'est sans fin. Alors, même si elle lui donnait qu'est-ce qu'il voulait, c'était comme pas assez. C'est un peu comme des patients qui vont me dire « Mais t'as fait ça parce qu'elle te l'a dit. » Tu sais, quand je faisais de la psychothérapie conjugale, bien là, tu le dis, c'est pour ça que là, tu vas me dire des compliments, mais c'est parce que ça te l'avait pas dit. Fait que, tu sais, c'est une espèce de... Mais c'est un cercle vicieux, là. Je veux pas dire complimarde, mais, tu sais, de donner comme un mauvais feedback puis d'être un peu de mauvaise foi. Fait que je sais pas, lui, ce qui porte ce gars-là, mais la leçon à tirer, c'est qu'elle a expérimenté quelque chose. Elle a vu qu'elle était peut-être contre nature, parce que quand on s'adapte, ben on s'adapte pourquoi, puis à cause de quoi. Puis elle, il faut qu'elle réfléchisse, qu'est-ce qui va être mon déclencheur de désir? Puis j'ai le droit d'y trouver, puis j'ai le droit de l'attendre. Est-ce qu'il y a beaucoup ça, tu sais, le love bombing, justement, là, de
rentrer dans la passion rapidement, est-ce que souvent c'est signe un peu d'une... que c'est pas ça l'amour, là? Tu sais, d'avoir le coup de foudre dès le départ, d'être donc bien intense, d'être donc bien engagé dans une relation. Souvent, ça peut en dire sur le type de personnalité de la personne, mais quelqu'un qui est trop, tu sais, dès les premières dates qu'on voit, qu'on appelle justement le love bombing, est-ce que tu en vois un peu de ça aussi dans ta clientèle? Comment je pourrais t'expliquer ça? Je pense que c'est un beau souhait utopique d'espérer, puis c'est très humain d'espérer trouver son match, l'âme sœur. Il y a un effet cinématographique dans ça. Moi, c'est pour ça que je te disais l'effet wow. Ouais. Puis la connexion, on parle, on aime la même musique, on est dans le même monde. Sexuellement, c'est... jamais vécu ça. Fait que c'est clair que tu dis, tu sais, c'est Noël, OK? Le défi, c'est faire perdurer ça. C'est un peu comme les gens qui veulent se marier. Oui, c'est trippant, là, l'événement, l'organisation, mais le défi, c'est le lendemain, c'est la semaine d'après, c'est le mois d'après, où là, on rêve plus. Je dis pas d'aimer de façon plate, puis beige, puis drabe, non, parce que le désir, c'est vivant. Tu sais, mais de rester curieux, oui, mais moi, je fais toujours attention avec mes patients qui sont célibataires, là. Le se texter 100 fois par jour, tu peux pas maintenir cette cadence-là. C'est impossible. Puis il y a tellement un creux quand ça arrête puis qu'ils se font ghoster, là, c'est l'enfer. Alors, mieux vaut que ça commence adéquatement. Puis là, on pourrait être ici jusqu'à la semaine prochaine, définir c'est quoi, quelque chose de normal, d'adéquat, d'égalitaire. C'est quelque chose de sensé. Dans passion, quelque chose de déraisonné, mais on dirait qu'on en veut. Fait que oui, une fougue, certainement. On veut un intérêt réciproque, mais qui reste, tu sais, les deux pieds sur terre. Si vous êtes dû pour des nouveaux produits intimes, que ce soit des jouets, des parfums phéromones, des chandelles en massage, c'est le moment de l'année pour acheter tous vos produits préférés parce que le Black Friday s'en vient. Et Séduction, c'est leur plus grosse vente de l'année. Ils ont jusqu'à 40% de rabais. Et il y a le pré-Black Friday qui commence le 20 novembre. Ça, c'est comme très, très bientôt. Fait que si j'étais vous, je commencerais tout de suite à préparer mon panier, voir ce que je veux acheter pour la grande vente chez Séduction. Il va y avoir, comme j'ai dit, 40% de rabais sur vos produits favoris. Ça vaut absolument la peine. Et en plus de ça, vous pouvez vous inscrire à leur club VIP pour avoir accès à des rabais supplémentaires, à des promotions exclusives pour les membres et des cadeaux surprises. Excuse-moi, là, mais comme... ça vaut la peine, c'est le moment de l'année pour le faire et je vous mets le lien d'inscription en bio pour vous abonner à leur club VIP et pouvoir profiter de plus de rabais pour le Black Friday cette année. Donc, sur ce, je vous laisse à l'épisode. Mais je suis curieuse de savoir ton avis là-dessus parce que j'avais un invité où on parlait de notre vision de l'amour. Puis moi, ce qu'on disait, c'est qu'on a l'impression qu'on regarde les couples autour de nous qui se marient, qui, tu sais... Puis je me dis, crime, sont-ils vraiment tous et toutes en amour par-dessus la tête? Puis tu sais, on dirait que le mariage, c'est tellement gros dans ma tête. Puis je me dis, y a-tu vraiment tout le monde qui trouve son match? Y a-tu des gens qui, un peu par défaut, ils ont leur partenaire à un tel moment de la vie, puis bon, on aura nos enfants ensemble. Est-ce que tout le monde a cette espèce de flamme? Tu sais, les couples qu'on voit, là, parce que je regarde les couples autour de moi, puis je suis comme... Il me semble que tout le monde a l'air un peu éteint, là, tu sais. Ah, que c'est bon! Ah, que c'est bon! Probablement que tu as une vision très lucide de la chose. C'est que, oui, c'est romantique, le mariage. C'est un peu comme le sceau qui certifie l'engagement ultime. Mais c'est ça qu'on cherche? On cherche-tu justement que la personne nous dise « je vais être là pour le reste de tes jours ». Tu sais, on cherche-tu cette sécurité-là? Bon, tu as dit le mot magique. La sécurité en 2025, bientôt 2026, c'est une valeur très érotisante. C'est vraiment paradoxal ce que je viens de dire là. Parce que dans l'amour, on cherche la sécurité, mais le désir aime mieux l'insécurité, puis le mystère, puis la distance, puis l'incertitude, puis l'imprévisibilité. Fait que c'est paradoxal d'associer les deux. Mais le sentiment amoureux, la prévisibilité, la stabilité, la sécurité, la confiance, c'est là que tu t'abandonnes.
Fait que c'est sûr qu'on espère rencontrer quelqu'un puis qui s'installe un confort avec quelqu'un qu'on sait qui va être là. Je pense que ça, quand je dis c'est érotisant, c'est que c'est une espèce de but qu'on recherche avec quelle personne va me compléter. Maintenant, c'est qui cette personne-là? Est-ce que c'est la beauté superficielle? Est-ce que c'est la beauté intérieure? Est-ce que c'est la beauté intellectuelle? Là, il faut le découvrir. Là. Est-ce que je sais qu'est-ce qui me plaît et avec qui j'ai envie de m'engager? Puis oui, il y a des gens qui sont en couple en attendant de trouver mieux, par peur d'être seule. Ouais. Parce que je suis avec quelqu'un qui me répare du trou de cul, du player, du salaud que j'ai eu dans le passé. Parce que j'ai été trahie et trompée dans le passé. Bon, moi, là, je suis avec une bonne personne, puis c'est une fille qui a une bonne tête, puis ça sera pas une tête folle, puis que... Il y a plein de raisons. Moi, je trouve que quand j'ai écrit « Désirez-vous désirer », je pense que la phrase qui je ne vais pas dire choquante, mais qui a peut-être dérangé certains lectorats, c'est que je dise qu'on est responsable de notre désir. S'il est parti, attends pas qu'il revienne. Essaye de toi te créer une gymnastique érotique. Tu es responsable de ton univers érotique. Et que si tu rencontres quelqu'un puis il n'y a pas de coup du corps, un élan du corps, il ne sera pas là 10 ans plus tard. Si tu cherches le bon gars ou tu es en amour avec ton meilleur ami, mais que sexuellement, ça n'a jamais été une passion parce que ça n'a jamais été là, ça ne sera pas là plus tard. Mais quelqu'un comme moi, mettons, là, qui tombe en amour, on dirait, je veux dire, des années après être avec la personne, puis qui est juste capable d'érotiser quelqu'un quand je suis comme pratiquement en amour, là, comment je me démêle là-dedans? Parce que moi, on dirait que jamais que je vois quelqu'un que je suis comme, j'ai du désir, on dirait que je suis éteinte jusqu'à temps que la personne m'intéresse pour vrai puis que je sois comme, ça peut être le père de mes enfants. Bien, ça dépend de tes critères à toi puis qu'est-ce qui t'érotise toi. Il y en a qui sont beaucoup sur l'enveloppe corporelle puis là, ils peuvent se faire des scénarios. Il y en a qu'il faut que il y a une personnalité. C'est ça. Moi, je pense pas que c'est l'enveloppe corporelle. Puis il y en a que c'est les deux. Mm-hmm. Je dirais que les deux, c'est l'idéal. Oui, moi, je sais que j'avais un prof à la maîtrise qui avait décrit dans l'approche plus analytique là, que j'ai été formée, il avait dit qu'il y avait 3 types de beauté. Il y a la beauté physique. Ça, c'est 2 % de la population. Je te parle des gens esthétiquement parfaits, une symétrie du visage. Okay? Puis ça, ben, tu peux vieillir mal. Tu sais, tu es un peu dépendant de ton vieillissement, de ta génétique, ton mode de vie. Il y a la beauté intérieure, mais ça, il faut connaître la personne et ça se bonifie avec les années. Et il y a la beauté érotique. Ça, c'est le sex appeal. C'est le charme, c'est la démarche, c'est la dégaine, c'est le swag, c'est l'attitude. Et ça, c'est le petit étincelle. Il avait dit que posséder les 3 beautés, c'est un dieu ou une déesse. Tu sais, quand je dis là, tu viens de gagner la Lotomax. Là. Donc, c'est à quoi t'accroches. Moi, je pense que quelqu'un qui a une beauté érotique puis qui est beau sans le savoir, qui a un charme, qui a un humour, qui a une répartie, qui a une intelligence du cœur et de l'esprit, probablement que c'est à ça que t'accroches. Puis tu as le droit d'être charmé par ça. Pas juste t'es beau, mais encore. Qu'est-ce que tu as à dire? Puis comment tu te comportes? Tu sais, est-ce que tu es galant, respectueux? As-tu des bonnes valeurs? Bien, ça, il faut que tu connaisses la personne. Oui, absolument. Moi, mais je te dirais, tu sais, moi, je considère que la beauté physique, à ton œil, à toi, c'est non négociable. Tu peux pas être avec quelqu'un qui te dégoûte. Absolument. Le dégoût puis le dédain, c'est aversif. Oui, ça, on est d'accord. Faut que tu aies envie de l'embrasser. Oui. Est-ce que il y a quelque chose à un moment donné aussi que j'imagine que tu perds, là, tu sais, moi, d'avoir été dans des relations qu'au début, la personne, je la trouvais donc attirante, puis pourquoi ça se perd, ça? Tu sais, à un moment donné, t'es comme la personne, je dirais même que limite, t'es comme dans le dégoût de la personne, là. Pourquoi on se rend là? C'est une bonne question. J'aimerais ça trouver la réponse puis trouver un remède, puis mettre ça, encapsuler ça, puis dire prenez ça 3 fois par jour. Oh mon Dieu! C'est qu'au début, on ne connaît pas la personne. On ne connaît pas son bagage. On n'a pas lu sur cette personne-là. On ne connaît pas son CV sexuel et amoureux. On ne connaît pas ses habitudes. Donc, souvent, la cohabitation amène
la connaissance de l'autre et voir s'il y a compatibilité ou incompatibilité dans les habitudes de vie, l'hygiène de vie, le partage, puis la volonté de s'investir. Et après ça, arrivent des irritants, des chicanes, des désaccords. Chicanes dans le sens d'avoir des arguments. Puis des fois, il y a des petites blessures, du ressentiment, de l'amertume, des choses qui restent en travers de la gorge. Et ça rend moins beau. La colère aussi contre l'autre, la colère, ça rend tout le monde laid. Imaginez que vous avez des lunettes fumées de colère, là. T'as envie de tirer du gun sur tout le monde. Je comprends. T'en veux à tout le monde. Ouais. Alors, c'est comme si, au début, on a des lunettes roses, puis après ça, ben, le rose devient un vert translucide, puis on voit clair. Faut juste pas tomber de l'autre versant de la montagne, puis aller dans la colère, puis le ressenti. Y en a-tu beaucoup que ça se termine avec la colocation? Une relation? Je pense que c'est un défi quand on cohabite de préserver une conjugalité. C'est sûr que quand on est en couple avec quelqu'un, c'est avec notre meilleur ami, notre plus grand confident, notre allié, notre mentor, notre guide, notre coach. On a beaucoup de chapeaux. Notre psy, notre infirmier de service, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chapeaux, mais celui d'amitié, certainement. Il ne faut pas oublier qu'il y a un lien érotique. On s'est choisi, on s'est désiré. Comment on le cultive? Quand ça devient juste la colocation, puis que ça fait l'affaire des deux, moi, je vois ça chez des gens qui sont que des parents. Et que pas avoir d'enfants ensemble, ils ne sont plus ensemble. Ce qui les lie, c'est les obligations parentales et la charge mentale. Sinon, un couple qui n'a pas d'enfants, ben, est-ce que c'est notre sport, notre vie sociale, nos amis, notre travail? Il y a plein d'envahisseurs, puis on a plein de petits vampires affectifs qui viennent nous gober du temps, mais comment on se préserve du temps? Et là, je m'adresse à ceux qui voyagent jamais tout seuls en couple. Ils sont tout le temps en gang, des amis, des soupers, des gangs, des parties. Comment ça se fait qu'on ne peut pas être seuls tous les deux? Restez intéressant avec l'autre. Restez curieux de l'autre. Meilleur vaccin préventif. On rentre dans une prochain témoignage. Bien que ce soit pas la majorité des relations amoureuses, sexuelles et affectives qui se déroulent ainsi, le deuil amoureux d'un partenaire dans un contexte de violence conjugale a été extrêmement difficile. Le plus challengeant, selon moi, c'est de faire le deuil de la personne dont j'étais tombée amoureuse. Ah, tellement. Parce que dans les phases de lune de miel, j'avais l'impression de retrouver la personne qui m'avait chamboulée. C'est ce qui était difficile parce qu'on veut quitter ce genre de relation, mais on aime tellement la belle version de notre personne. Ce qui m'a aidée, c'est de faire la séparation des versions de mon ex. Il y avait mon ex gentil, lui du début, mon ex violent, le reste de la relation. Faire cette séparation, guérir des traumas simultanément, ça prend du temps, mais on y arrive. Mon message aujourd'hui, c'est d'être douce et doux envers soi-même. Le deuil de ce genre de relation peut être difficile à faire parce qu'on baigne dans l'incompréhension. On ne trouve pas de raison de pourquoi la personne qu'on aimait de tout notre cœur a pu nous faire si mal, peu importe la forme de violence. Mais on guérit. Bon, ça, c'est une pizza all dress, là, tellement qu'il y a du stock. On va prendre une pointe à la fois. Là. Je te dirais qu'un contexte de violence conjugale, ça commence avec une histoire d'amour. Donc, elle le dit bien de « moi, j'aimais cette personne-là. J'ai choisi cette personne-là. J'ai pas choisi un tyran. J'ai choisi cette personne-là. » Puis, c'est arrivé de façon insidieuse. C'est comme le supplice de la goutte d'eau. Donc, les 3 premières gouttes, ça te rafraîchit, mais la 1500e, elle te fend le crâne. Là. T'es plus capable. Et pas juste une question de violence physique, de la violence verbale, que moi, j'aimais mieux le terme cruauté mentale. Je trouvais que ça parlait plus, parce que la violence verbale, c'est vraiment des phrases assassines. De la manipulation, tu sais, qu'on dirait qu'il te rend un serpent dans la tête, puis que tu doutes de toutes tes perceptions. Fait que c'est de l'ordre de la violence ordinaire, la violence psychologique, du dénigrement, de la condescendance, de l'indifférence, ça fait plus mal qu'une claque, là. Il n'y a rien de pardonnable dans ce que je viens de dire, mais tout ça fait partie de probablement ce qu'elle a vécu. Je spécule. Et là, il faut distinguer le vrai du faux, puis voir à où est rendue la relation, puis moi, est-ce que je me fais respecter? Est-ce que je me fais aimer pour ce que je suis, ou si je suis sous contrôle, sous emprise? Je ne suis pas libre.
J'ai peur. La peur, ça ne se feint pas. Tu n'inventes pas avoir peur. Tu peux avoir des larmes de crocodile, mais tu peux pas faire semblant d'avoir peur. Tu n'es pas une actrice d'un film d'horreur. Alors, ça demande beaucoup de lucidité, de recul. Puis très souvent, l'entourage, c'est eux les yeux extérieurs pour dire ta meilleure amie qui dit là, ton chum, il est dur à aimer. Ta mère qui dit là, il te parle raide ou je t'ai vu l'autre jour. Ça prend comme des fois l'aide extérieure là, qui vont être nos yeux de conscience et des fois faire des listes. Hein, cette personne-là que j'aimais tant, concrètement, là, y es-tu encore là? Il faut faire la distinction entre le potentiel puis le réel. La plupart des gens vont rester dans la relation parce que oui, mais ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Oui, mais ça fait 10 ans. Oui, mais on s'aime tellement. Puis réellement, ici, maintenant, à cette heure-là, là, est-ce que je suis bien, heureuse, amoureuse, respectée? Je ris? Bien, si la réponse est non, il faut considérer. Oui, que ça soit un contexte de violence ou pas, là, je veux dire. Absolument. De ce que je vois autour de moi, il y a beaucoup de gens qui restent en relation par habitude, puis c'est confortable d'être en relation. Pour éviter d'être seul. Oui, aussi ça. J'imagine qu'il y en a qui ont de la difficulté à quitter, que ce soit, là, on parlait de violence, mais peu importe la relation, là, moi, je suis souvent cette personne qui est incapable de quitter. Je suis pas capable. Je sais pas comment laisser quelqu'un sans après douter de moi. Puis de me dire, Je pense qu'il faut se dire qu'il y a jamais de bonne ou de mauvaise décision. La bonne décision, c'est celle que tu vas prendre et que tu vas assumer. C'est difficile parce qu'il y a un renoncement. Tu sais, c'est comme dans The Matrix, là, la pilule rouge, la pilule bleue, ça serait passé quoi? C'est sans fin, là, de spéculer, il se passerait quoi? Si je dis, moi, il me semble que je commence à me poser des questions. Je commence peut-être à penser, c'est ce que je serais mieux seule, perdre ou gagner, comme je t'ai dit tantôt. Est-ce que je serais plus heureuse seule, plus en paix, plus libre, plus dégagée de certains irritants, moins stressée, moins la boule dans le ventre? Je pense que c'est déjà un signe. Puis peut-être d'aller en parler à quelqu'un pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe exactement. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Ou si ça ne donne plus rien? Il n'y a plus rien à faire. Tu sais, les gens ne changent pas tant que ça, mais peuvent s'améliorer. Peuvent ajuster des choses. Puis, Dans un couple, on parle souvent de tout, sauf ce qui compte vraiment, ce qui est vraiment important. Et c'est exactement pour ça qu'on a créé Cul-de-sac, qui est un jeu de discussion intime qui a été créé par Apéro Sexto. 100 questions sont rédigées par 2 professionnels en sexologie parce que c'est important, même après des années de relation, de redécouvrir son ou sa partenaire, de rire un peu, mais aussi de parler de sujets un peu plus sensibles, d'avoir des discussions deep. Après des années de relation, des fois, on oublie de prendre ces moments-là. Il y a 2 éditions qui pourraient être intéressantes pour les couples. Il y a l'édition Homme Sœur, qui est une édition plus relationnelle, qui va toucher au beau comme au moins beau d'une relation. Il y a l'édition Sexu, qui est l'édition seulement sur la sexualité. Donc, vous allez parler de vos désirs, vos envies, mais aussi de la sexualité que vous avez avec votre partenaire pour, évidemment, aller vers un épanouissement sexuel. Si t'es pas en relation, inquiète-toi pas, on a aussi l'édition date. Quand tu commences à fréquenter quelqu'un et les questions de surface, c'est beau, là. Genre, on veut poser des vraies questions, on veut connecter pour vrai. On a aussi l'édition amis pour parler de sexualité et de relations entre amis. Parfois, les mêmes sujets reviennent, donc ça fait du bien de s'ouvrir, d'avoir des discussions sincères avec nos amis. Donc, c'est vraiment des jeux de discussion pour reconnecter, de prendre le temps avec nos proches, d'avoir des vraies discussions plus deep. Et on a un code promo pour vous aussi, pour les éditeurs, auditrices du podcast. Vous pouvez utiliser le code promo podcast10 sur le site apérosexo.com pour avoir 10% off. C'est tout, je vous laisse à l'épisode. Mais c'est pas facile d'avoir vécu les deux, là, d'avoir été la personne qui laisse et qui se fait laisser, autant que de me faire laisser, ça a été horrible. J'ai préféré ça. Il y a quelque chose où j'avais moins de choix à faire. Pour moi, c'était plus facile que la personne me laisse puis que j'accepte. Oui, mais si je comprends bien, tu avais décidé de le laisser au préalable, mais de façon passive. Ben, quand je me suis fait laisser, on a eu une relation de 8 ans, où il y a eu évidemment des hauts et des bas, là. Puis quand il m'a laissé, il y a plein d'affaires là-dedans, là, mais c'était du jour au lendemain, dans le sens qu'il y avait aucun... De mon côté, tu sais, j'avais eu aucun signe, là, même à revirer la situation dans ma tête. Évidemment, un mois après, il est revenu, là.
puis il voulait qu'on reçoive ensemble. Mais, tu sais, ça, là, ça fait quoi, 5 ans? Moi, ça a été ma plus grosse blessure. OK. Moi, je pensais que dans cette relation-là, ce que tu avais vécu, c'est peut-être la dernière année. Ah, je commence à avoir des doutes. Je me désengage un peu. Tu sais, quand tu dis je suis pas capable de laisser, je pensais plus, j'avais interprété que c'était plus ça. Ça, j'ai vécu ça aussi. Puis là, de laisser un peu à l'autre le fait que, hey, là, je vois bien que ça fonctionne. C'est ça. Dans cette relation-là, moi, c'était ma première relation de ma vie, là, évidemment. J'ai 26. Fait qu'on était ensemble de 13 à comme début vingtaine. Et, tout un changement d'identité. On est ado, on est adolescent, jeune adulte. Oui. Un gros défi, c'est une relation, ça. Oui. Fait qu'il y avait ça. Déjà que peu importe la rupture, comment ça allait être fait, ça allait être difficile. Mais il m'a laissé... C'est quelqu'un, évidemment, qui avait un cœur de roche, là. Fait que j'avais rien suivi de tout son processus émotionnel puis qui m'en avait jamais parlé. Donc, ça a été non seulement un deuil amoureux, mais ça a comme été un traumatisme aussi. De la personne que tu fais le plus confiance au monde, que comme c'est ta personne, peut quitter du jour au lendemain. Puis après, moi, je m'en suis jamais remis, tu sais. Mais tu sais que le rejet, ça a la même codification dans le cerveau que la douleur chronique. Ça fait mal. Et c'est comme ça depuis l'origine et l'évolution de l'espèce humaine. C'est pas banal. Non. Surtout quand c'est soudain. Quand t'as forgé ton identité... Tu sais, tu sortais à peine de l'enfance, là. T'as 13 ans, là, ça fait peut-être 1 an que t'as tes règles, là. Tu sais, on s'entend, là, C'était ça, là. Tu sais, tu te découvres, puis là, tôt dans ta vie, t'as quelqu'un de stable avec qui tu découvres plein de choses, tu découvres des sensations, tu découvres ton corps, tu découvres l'amour, puis là, rendu à 20 ans, où t'es un peu plus mature, tu sais, imagine, là, ce que ça représente. Puis c'est une relation saine aussi. Fait que, tu sais, quand une relation saine se termine, que toi, t'étais pas prête du tout à laisser partir, c'est difficile parce que c'était dur de me l'expliquer. Puis de me dire... Surtout que t'avais rien vu puis t'as rien expliqué. Non. T'avais pas lancé quelques signes. Non, on n'a pas eu ça. Mais après, comme je dis, il est revenu après 1 mois après, là, puis il voulait qu'on revienne ensemble, ce qui n'est pas arrivé. J'espère qu'il est revenu avec quelque chose à te proposer. Dans le sens que, j'ai réfléchi. La raison de la rupture, c'est on n'a jamais rien vécu puis on a tout le temps été ensemble. Là, c'est ça qu'il me disait. Mais... Ça, c'est la raison facile. Et de surface. Puis ça veut rien dire. Non. Parce que c'est un fait. C'est vrai qu'on a toujours été ensemble, mais qu'est-ce que lui, il est curieux de vivre autre chose? Il s'est-tu fait influencer par quelqu'un d'autre? Il a peur de manquer des occasions? Ça dit quoi de l'engagement, de l'amour, de votre avenir? Puis il a vécu autre chose, puis après, il est revenu, tu sais, c'est comme, bon, je vais aller coucher avec, tu sais, une couple de personnes, puis je reviens. Puis moi, j'ai été jamais capable de passer après par-dessus. J'ai jamais, comme, pardonné. Mais tout ça pour dire que, même si ça a été horrible, j'ai pas eu l'espèce de questionnement de « Oh, mais c'est-tu une bonne décision? » C'était pas la mienne. Quand tu te fais un peu imposer une décision, il y a moins ça, là. Fait que ça, je pense que c'est dans ma personnalité, là. Mais après d'avoir été dans des relations où, clairement, je devais quitter, ça faisait des mois, là, incapable. Okay. Incapable. Peut-être parce que j'avais été tellement blessée aussi, fait que je me disais, je veux pas recréer ça chez quelqu'un. Tu savais ce que ça faisait? Peut-être. Je ne vais pas entrer dans des enjeux de psychothérapie avec toi aujourd'hui, mais il y aurait quelque chose là. Ouais. Peut-être aller gratter un peu, mais si je fais du pouce là-dessus, quand je vois dans mon bureau des gens que j'appelle des high school lovers, là, qui sont connus à 15 ans, puis à 45 ans, sont encore ensemble, souvent, il y a peut-être des enjeux comme ton ex, je suis en train de passer à côté de ma vie, c'est juste ça que j'ai connu, puis on change. Tu sais, dans la vingtaine, le 19-29, là, tout se passe là, la fin des études, le départ de la maison, le début professionnel, la responsabilité de l'âge adulte, de payer un loyer, des fois, il y a de la maternité qui est là, la sexualité un peu plus présente. C'est incroyable. C'est comme le 0 à 1 an pour un enfant, là, au niveau identitaire, il y a énormément de choses. Donc, de passer le passage du temps là-dessus, d'être encore ensemble mi-quarantaine, il y en a qui vont se dire on est soit un couple ouvert ou on va se laisser. C'est dramatique pour l'autre partenaire qui, lui, est super bien, la vie heureuse, puis de voir l'autre en crise existentielle de c'est quoi le problème? C'est très souffrant, ça. Non, absolument. Puis peut-être que lui,
dans sa vision, c'était au lieu de faire ça dans 20 ans, je vais faire ça maintenant, puis je vais revenir, là. Mais c'est que ça brise quelque chose après. Totalement. Comme on disait, l'infidélité, une fois que la confiance est brisée, c'est dur à regagner, puis que tu vois que 2-3 ans après, les gens se laissent, là. Moi, c'est... Oui, puis quand j'ai écrit trahir, j'ai écrit surtout que la trahison, c'est indigeste et incicatrisable. Ça se pardonne pas. On avance avec ça. Mais c'est qu'après, on porte ça dans les autres relations. Oui, il y a une méfiance résiduelle, bien sûr. Fait que ça marque longtemps. Moi, j'ai l'impression que ma première relation, vu que c'était ma première relation, je suis allée aveuglément, sans aucun mécanisme de défense, sans aucune protection. Puis après d'être laissée dans la vingtaine, je me suis bâtie, on dirait, comme une armée autour de moi. Puis je suis comme, plus jamais, je vais partir dans l'amour avec... Oui, mais la vie peut te réserver des surprises. Ben, c'est ce qu'on attend. Parce qu'il faut pas dire toujours et jamais. Non, mais dans ma tête, on dirait que, tu sais, même quand je suis rentrée dans le monde du dating, chaque relation, je me disais, oh, ça a le potentiel de me blesser, fait que non, merci. Fait que j'ai comme renoncé aussi à l'amour après, pendant comme des années. Ça, c'est un petit sabotage. Oui, exact. Mais on rentrera pas là-dedans. Fait que je vais avec la prochaine confession. Je me suis séparée l'année dernière, alors que quelques mois plus tôt, j'avais décidé de partir habiter à l'autre bout de la Suisse par amour pour lui. Là, on voit déjà grande concession. Je me suis donc retrouvée un peu seule et je me suis littéralement séparée une semaine avant de commencer l'école dans une nouvelle ville et dans une nouvelle langue. Malgré tout ça, j'ai super bien vécu ma rupture, ce qui m'a été le plus... Attendez. Ce qui m'a le plus aidé, c'est clairement le soutien de ma famille et mes amis qui ont été vraiment super. Mm-hmm. Je suis restée en contact avec mon ex. Ça peut sembler malsain, mais on s'appelait tous les jours. Au début, ça m'a vraiment aidé de vivre cette période avec quelqu'un qui vivait exactement la même chose que moi. Mm-hmm. J'ai eu la chance quand même que, parce que j'avais déménagé quelques mois plus tôt, je n'avais rien qui me rattachait à lui. En plus, juste après ma rupture, il est retourné chez ses parents en Italie, donc j'avais vraiment plus de contact physique possible. Donc, de ce qu'on comprend, eux, ils avaient fait des plans ensemble d'aller déménager à l'autre bout du monde en Suisse. Ils se sont laissés. Donc, elle est restée là-bas. Elle a commencé l'école là-bas. Et il était loin d'elle quand même, de ce qu'on comprend, mais qui sont restés en contact. Moi, on dirait que c'est là-dessus que je veux plus explorer cette confession-là. C'est quoi ton avis là-dessus de rester en contact avec des ex après une rupture? Chapeau à cette auditrice d'avoir embrassé le changement parce qu'elle a vraiment plongé dans le vide. C'est une immigration, là, donc ça demande un déracinement, puis ça demande une adaptation. Puis il y avait un rêve aussi avec ce partenaire-là. Donc, il y a comme un double échec, là, une double épreuve. Ben oui. J'arrive en terre inconnue, c'est pas nécessairement ma langue, j'ai pas de réseau. Elle a eu un très bon soutien familial et amical et probablement que, dépendamment du lien relationnel et comment la relation se vivait, comment la rupture va se vivre. Je vais donner un exemple, si on était plus des grands amis ensemble, ça se peut qu'on reste de grands amis. Mais si la relation était très passionnée puis que tu me laisses parce que tu as couché ailleurs, ça se peut que je te parle plus. Donc, il y a peut-être des éléments, des conditions qui sont favorables au fait de se parler, puis réparateurs aussi. Dans ce cas-ci, je pense qu'ils se sont donné un soutien mutuel. On n'a peut-être pas réussi notre union, mais on est des bons amis, puis on peut être sains l'un pour l'autre, sans connaître tous les enjeux, là, mais dans ce cas-ci, j'ai l'impression que c'est peut-être à l'image de la relation. À l'image, 100%. Ouais. Ça fait du sens parce qu'il y en a qu'on va entendre que après une rupture, on coupe les ponts puis plus jamais. Puis il y en a d'autres qui vont essayer de rester amis avec son ex. Mais je pense que les deux peuvent marcher. Je pense que ça dépend vraiment de la relation. Moi, lui qui m'a brisé le cœur, on est quand même restés amis. On est partis en voyage après, ensemble, toutes, sans... rien, tu sais, il n'y a pas eu de sexualité, il n'y a pas eu d'intimité, mais ça reste que ça a été comme la personne avec qui j'ai partagé ma vie, là. Oui, mais ça peut être aussi une façon de bien conclure. C'est une façon d'essayer de se réparer? J'irais plus conclure, de
Je pense qu'on a peut-être, là, je vais faire une mini critique sociale, mais je pense qu'on a de la difficulté à mettre fin, à tirer un trait. C'est comme s'il faut rester gentil, il faut rester dans le même groupe d'amis, il faut rester dans le même réseau, faut pas se couper des médias sociaux, il faudrait qu'on soit capable de se parler, alors que ça se peut que nos chemins ne se croiseront plus, puis j'avance. Oui, vers de l'inconnu, mais j'avance sans toi. Puis ça, il y en a qui ont de la difficulté. Il y en a qui ont besoin des fois de recoucher ensemble pour boucler une boucle. Peut-être que ça a été un voyage dans ton cas. Des fois, c'est comme une façon de dire, ben, on va être bon là-dessus ensemble parce qu'on a envie de faire ce projet-là ensemble, mais les attentes sont claires. Ça dépend comment on est prêt à vraiment tirer un trait ou conclure, parce qu'il y a une raison pour la fin de la relation. Il y a une raison. Ce qui doit être difficile, c'est que les deux soient sur la même longueur d'onde après. Ça, c'est pas facile, tu sais. Il y en a qui vont voir une amitié, d'autres qui vont voir comme une façon de reconquérir la personne, par exemple. Donc, c'est ça qui est pas facile. Puis de savoir les vraies intentions aussi, c'est pas toujours écrit noir sur blanc, là. C'est pour ça que des gens qui vont... continuer, qui vont plus continuer à avoir une liaison amant-maîtresse après avoir été vraiment bien engagés. Ça peut faire l'affaire de un, parce que j'ai du sexe sans engagement, puis c'est récréatif, puis je suis en sécurité parce qu'on se connaît, puis on a une bonne complicité, alors que pour l'autre, c'est une façon de pas conclure, c'est une façon de maintenir la relation, puis c'est une façon que si je continue en couple avec toi, ben en relation avec toi, je vais pas ailleurs. Ouais. Fait que je laisse pas la chance à quelqu'un de mieux. Ouais. Là, j'ai pris une plus courte. J'ai appris que je faisais de l'autodestruction en revoyant mes ex après la fin de la relation. Ouais. J'ai revu mon ex après la rupture, mais après avoir appris du premier, j'étais consciente de la raison de mes gestes et cela a duré moins longtemps. Par contre, je sais toujours pas comment ne pas retomber dans ce pattern advenant que ma relation du moment se termine. Ça, je relate beaucoup à ça. Parce que un peu comme avant, je suis pas capable de mettre un trait, tu sais, final là-dessus. C'est-tu parce que, justement, c'est trop gros, parce que, tu sais, une vraie rupture, c'est un deuil. Puis un deuil, c'est comme la plus grosse blessure que tu peux avoir. Fait que c'est-tu une façon de pas vivre ce deuil-là, de se dire comme la personne existe encore, je suis capable de le voir, je suis capable de la voir? Il y a beaucoup d'éléments de réponse dans ce que tu viens de dire, selon moi. Moi, le mot puissant de ce message-là, c'est l'autodestruction. Quand on est conscient que c'est masochiste, que ça nous aide pas, que ça nous nuit, que c'est qu'on n'avance pas, qu'on n'évolue pas, je pense que c'est là qu'on progresse. Qu'est-ce que je retire à continuer de communiquer avec cette personne-là? Qu'est-ce que ça me procure de garder cette personne-là dans ma vie? Est-ce que j'ai peur du vide? Les gens sont de passage dans notre vie, puis il y a des gens qui sont marquants, évidemment. OK, il y en a plein qui retrouvent leurs amours du passé, qui peuvent renouer après 20 ans. Il y a des gens qui ont fait partie de notre vie puis qui ont été très marquants, mais que le timing de vie n'était pas là. Ça, je crois à ça. Les gens évoluent, progressent et changent. Maintenant, de se recôtoyer, il y a quelque chose, je pense, de la peur du vide. La peur de laisser un siège vide à côté de toi. C'est comme si j'aurais mon sac. Non, j'attends quelqu'un. Je suis pas toute seule. J'attends quelqu'un. Est-ce que c'est pour ça que les gens ont des rebounds dans la vie, en général, qu'après une rupture, ils vont tomber rapidement en relation pour essayer de passer par-dessus la rupture d'avant? Bon, ça, il y a deux choses dans ça. J'appelle ça plus la relation de convalescence. Quand tu finis une relation, puis le hasard de la vie fait que, parce qu'il y en a de mes patients qui vont dire, là, je vais passer du temps tout seul, puis que tu as des projets, la vie, il y en a d'autres pour toi, puis le train du bonheur passe, tu dirais pas, non, merci. Puis tu embarques dans une relation qui s'avère un peu plus engageante que tu le penses, puis les gens sont surpris. Ça se peut que ça soit une relation qui te fasse du bien, qui te rafraîchit, qui t'amène ailleurs, qui te fasse te sentir vivant, que sexuellement, tu te retrouves aussi, tu te redéfinisses et que tu pleures pas. Tu sais que ça te fait du bien,
Mais ça se peut que cette relation-là de convalescence te répare de la blessure de l'autre. Mais et que peut-être que ce ne sera pas celle-là, ça va être la prochaine qui va être la bonne. Parce qu'ils peuvent-tu, ces ruptures-là, tu sais, des fois, on entend un peu que les rebounds, c'est juste pour un rebound, puis après, c'est sûr, ça dure pas. Ça peut-tu durer? Oui, bien sûr, ça peut durer parce que des fois, je vais entendre des gens qui ont été en couple, disant ils vont dater quelqu'un. Il a été 20 ans en couple avec quelqu'un. Mais j'ai dit, oui, mais tu sais pas les 5 dernières années comment ça s'est passé. Peut-être que ça tenait par un fil. Peut-être qu'ils étaient ensemble juste pour les enfants. Peut-être qu'il y avait de l'usure puis qu'ils faisaient quasiment chambre à part. Pas juste pour bien dormir, mais mettre l'autre à distance. Ça ne veut pas dire que la relation était longue, qu'elle s'est vécue intensément et passionnément tout ce temps-là. Donc, des fois, la personne quitte, mais ça fait longtemps qu'elle a quitté. Ça ne veut rien dire. Les gens peuvent être plus près qu'on pense. Quand, tu sais, comme toi, là, quand tu t'es fait annoncer ça, mais si tu avais rencontré quelqu'un là, très, très, très vite après, probablement que ça aurait été un pansement. Oui. Pour meubler ta solitude, faire que tu te sens pas toute seule. Mais c'est pas vrai que de tête, de cœur, d'esprit, dans ton âme, tu étais prête. Mais non, tu as ben trop de peine. Ton cœur saigne de l'autre. Absolument. Oui. Puis il y en a qui, pendant qu'ils ont des relations sexuelles, vont penser à l'autre. Tu sais, au lit, on se ment pas, là. Fait que des fois, c'est là que les fantômes reviennent. Absolument. Ce qui me frustre le plus de ma dernière rupture, c'est de ne pas avoir été capable de mettre fin à la relation quand mon cerveau savait que ce n'était pas l'homme de ma vie. Je l'aimais trop et mon cœur n'était pas capable de voir cette relation de 2 ans prendre fin. Il a dû prendre la décision finale. Ça, c'est tough aussi. Oh, le cœur puis la tête. Des fois, ça n'a pas le même langage. Le cœur ressent, la tête réfléchit. Mais quand... je pourrais dire que ce qui lie les deux, c'est peut-être l'instinct. Quand tu as une impression, que tu te poses des questions, que tu te demandes si c'est-tu vraiment la bonne personne? Je suis vraiment heureux ou heureuse avec cette personne-là? Je pense qu'il faut prendre un peu le temps de dire comment ça se fait que je pense à ça. Puis le cœur, il est beaucoup... Il peut pas voir clair aussi parce qu'il y a comme toutes les émotions, les sentiments, l'attachement. L'attachement, puis ça, c'en est pour beaucoup. Ben oui, l'attachement, c'est l'habitude. Exact. Je suis bien dans nos habitudes, puis je suis confortable. Mais de l'attachement, c'est pas un sentiment amoureux. C'est pas pareil. Puis de vraiment réfléchir à est-ce que je reste parce que c'est pratique, parce que ça coûte moins cher vivre à 2, parce qu'on a les mêmes amis, parce qu'on travaille à la même place, parce que j'aime ses parents, parce qu'on a un chien ensemble. C'est vraiment des bonnes raisons. C'est des raisons valables. Est-ce que c'est la raison du cœur? Donc, je vais revenir pour cette personne-là à perdre et gagner. Est-ce que j'aurais peur de quitter parce que j'ai beaucoup à perdre? Qu'est-ce que je perds? Et qu'est-ce que je pourrais gagner qui me fait dire que c'est peut-être pas la bonne relation? Fait qu'on, tu sais, on le sait au fond souvent, là, quand on sait si c'est la bonne personne ou pas. Mais moi, c'est le délai de... Comme la fille disait, le moment que tu le sais puis le moment que tu prends la décision... Ce moment-là est tellement différent pour tout le monde. Il y en a que c'est comme du jour au lendemain, OK, la décision est prise, je fais l'action. Mais j'imagine aussi que pour l'autre personne, quand tu lui annonces, puis que là, après discussion, vous comprenez que l'autre, il passe pendant des années, as-tu une suggestion, là, tu sais? Bien, tu lis dans mes pensées parce que j'allais dire, ça serait bien de le communiquer à l'autre, ça. De dire, écoute, j'ai l'impression qu'on est moins connectés ces temps-ci. On dirait, tu me prends pour acquis. Je sais pas, on dirait qu'on est pris d'une prévisibilité, d'une monotonie. On a moins d'intimité. Ou je sais pas, il me semble que c'est plate. Ou je m'emmerde, t'as changé, t'es plus irritable. Peu importe, là. Ça peut être multiple. De le communiquer, c'est mieux de brainstormer ensemble parce que tu permets à l'autre à ce qu'il réagisse. La plupart des gens vont réfléchir tout seuls, vont comme écrire dans leur journal personnel, vont faire leur bilan, vont en parler à plein d'autres, mais pas au principal intéressé.
Puis après ça, ben l'autre est dans le fait accompli, puis a peut-être pas vu. En même temps, vous vivez ensemble. Fait que l'autre doit bien sentir que, comme je te disais tantôt, je te regarde, je le vois que tu es attentive à moi. Donc, comment ça se fait que j'ai pas détecté que ça fait 2 ans que tu es là, pas là? Tu sais, j'avis-tu ma relation ou j'avis pas? Donc, je pense que c'est toujours mieux de, écoute, je me sens pas bien, je sais pas si c'est moi, c'est toi, c'est nous autres. J'ai l'impression qu'on est comme dans une période de notre vie, là, où ça me semble que ça accroche plus, puis j'ai besoin d'autres choses. Donc, j'ai besoin de quoi? Au moins, vous vous donnez une chance d'avoir une bonne vie, puis d'être heureux ou heureuse, que d'être dans des réflexions, puis que, tu sais, peut-être de mettre l'autre à profit, tendre la main. Mais quand la décision est prise, tu sais, ce qui va arriver, c'est que l'autre sera souvent pas d'accord, là, mais... se prononcera, puis il dira, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Est-ce que t'aimes mieux qu'on prenne une pause, qu'on prenne du recul, qu'on réfléchisse? Tu peux pas rester avec quelqu'un qui dit « je t'aime plus ». Tu peux pas rester avec quelqu'un qui t'aime pas comme tu veux être aimé, qui t'aime plus comme avant, qui t'aime pas comme tu mérites d'être aimé. Ça devient cruel, là. Mais y a-t-il une marge de manœuvre? Non, absolument. Des fois, je pense que c'est un bon point. Là. On rumine beaucoup dans notre tête. On oublie d'en parler à l'autre. Puis des fois, il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait faire en sorte que notre relation pourrait continuer. Ou des fois, non aussi. Là, ça, c'est possible. Là. Mais la réalité, c'est que ça ne sera pas toujours des ruptures où les deux sont exactement à la même place. Ah non, c'est pas... moi, j'ai un film fétiche, ça, c'est You've Got Mail avec Meg Ryan et Tom Hanks. Là, ça se passe l'automne à New York, elle a une petite librairie, puis lui, c'est comme le gros Archambault Renaud-Bré qui arrive, puis qui Joe Fox, puis qui veut l'acheter, puis que là, ils se date, puis qu'elle sait pas que lui, il se date les deux, lui, il sait que c'est qui. Mais en tout cas, c'est un super beau film, là. C'est une belle comédie romantique. Mais l'homme qu'elle fréquente à ce moment-là, à un moment donné, il détermine les deux au resto. Hey, finalement, on est juste des amis. Ben, j'ai jamais vu ça dans mon bureau, cette scène-là, de constater, hey, finalement, bonne vie. Voyons donc. On aimerait ça serait simple. Ben oui. Mais la réalité, c'est que c'est souvent pas ça. Ma rupture remonte à cet été. Le plus difficile est définitivement les réseaux sociaux et la facilité d'avoir accès à l'autre. J'ai décidé de couper complètement le contact avec la personne pour me concentrer sur moi, mais avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile de déroger de ce besoin parce que ça se fait incognito. Il a fallu que je prenne conscience que le simple fait d'aller jeter un coup d'œil sur sa page pouvait déclencher ma tristesse et mes pensées anxieuses pendant des jours. Ça a demandé beaucoup de discipline et j'y suis arrivée. Aussi, ton algorithme te rappelle sans cesse que tu as le cœur brisé. Selon ce que tu regardes, il devient difficile de se fâcher et d'en vouloir à l'autre ou encore d'espérer qu'il revienne grâce à ces 1000 trucs. Bref, il a fallu que je m'oblige à regarder des pages qui parlaient d'autres choses parce que sinon, c'était une vraie spirale. Ah, les réseaux. On oublie l'époque où on était capable de fonctionner sans. Moi, je me plais à dire aux filles de mon mari, hey, j'ai fait ma maîtrise sans Internet. Tu sais, c'est quand même, hein? Il fut un temps, mais les réseaux, autant que c'est très, très facilitateur, autant c'est destructeur parce qu'il n'y a plus rien de secret. Tu vois l'autre vivre, médiatiser des trucs et je pense qu'il faut regarder nos réflexes de curiosité morbide. C'est normal, c'est humain, c'est légitime d'être curieux de ce que fait l'autre. Est-ce qu'il y a de la peine? Est-ce qu'il est déprimé? Est-ce qu'il s'emmerde? Il est sur le party, il est en voyage. Puis c'est une belle façade, hein? On médiatise ce qu'on veut bien médiatiser. Et je pense qu'il faut se protéger puis être bienveillant envers soi, que des fois, c'est bon de se déconnecter. Puis de s'intéresser peut-être à d'autres pages, de suivre d'autres personnes qui sont plus dans ce qu'on a besoin que juste notre passé. La vie, ça se vit pas dans le passé. C'est fait pour apprendre, mais on avance. Tu sais, les ruptures, comme on disait, pour beaucoup, ça va être un deuil. Là. Le mieux, ça va être que l'autre personne ne soit plus dans notre entourage, mais les réseaux te rappellent que c'est pas un deuil, que la personne est là, que la personne vit pas si loin que toi. Fait que c'est ça qui est top. Mais je vis aussi, moi. Puis pendant que je regarde l'autre vivre, je vis pas ma vie. Là, ça a l'air évident. Là, ça a l'air vraiment coaching de vie, ce que je viens de dire là. Mais c'est vrai,
qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que j'ai mis de côté quand j'étais avec lui, c'est qui mes amis, mes intérêts, ma créativité, mes talents, mes dons, mon sport. Hey, il va falloir que je m'observe moi, là, puis je capitalise sur moi. Oui, mais c'est pas facile. Beaucoup plus Oui, facile mais c'est une mécanique, il faut se le dire, ou d'être accompagné. On va être déjà rendu aux confessions sexues. Les confessions sexues, présentées par Séduction. Oui! Puis là, tu avais une découverte pour nous, je crois. Oui, bien, c'est une découverte, là. Je suis loin d'être la seule à l'avoir découvert. C'est une série sur Netflix que j'ai vue. Je ne l'avais pas vue, ça date de 2022. C'est une série espagnole, c'est Les filles du dernier rang. L'as-tu déjà vu? Non. Ah, OK. C'est 5 femmes mi-trentaine qui, à chaque année, partent en vacances ensemble. Donc, le titre le dit, c'est des filles qui sont connues à l'école primaire. Elles étaient dans le dernier rang, les 5 dernières rangées, puis sont devenues des très bonnes amies. À chaque année, partent en vacances dans le sud de l'Espagne ensemble. Et la série qu'on voit, c'est une année particulière où une d'elles a un cancer et les 5 se rasent la tête par solidarité. Et pendant la semaine, elles se lancent des défis à réaliser. Ça peut aller à des choses anodines. Hey, on va prendre un trip, on va s'intoxiquer tout le monde ensemble, mais on va essayer d'embrasser une femme aussi. Donc, elles découvrent leur sensualité, leur sexualité, leur identité. C'est comme le papillon, la chenille qui devient un papillon. Et à la toute fin, on sait laquelle a le cancer. Ah, c'est ça, parce que tu le sais. Tu le sais pas. Tu le sais à la toute fin. C'est délicieux, c'est intelligent, c'est drôle, c'est sensible. Les dialogues sont pertinents. Une série que j'aurais aimé écrire. Puis on se rappelle que la vie est pas si prise pour acquis que ça aussi, j'imagine, avec... Non, mais tu sais, s'amuser avec ses amis, mais avec profondeur. Se lancer des défis difficiles, mais on le vit tout ensemble. On est toutes solidaires. On sort toutes de notre zone de confort. J'ai trouvé ça, là, extraordinaire. Wow! Puis c'est disponible sur... C'est encore sur Netflix. Sur Netflix? Oui. Wow! Oui. J'aime ça. Très, très bon, drôle. On a tout envie d'être sur la plage avec elle, puis de danser, puis rire, puis c'est pas juste léger. Il y en a qui sont mamans, il y en a qui sont tout seuls, sont engagés, pas engagés. Elles se questionnent. C'est pas un long fleuve tranquille cette semaine-là. Et on soupçonne les 5 d'avoir le cancer. Ah ouais? Oui. C'est très, très, très bon. Ah! Moi, en confession, ça va aller complètement ailleurs, là, mais je dirais que ma confession, c'est dans le monde du dating, d'un peu prendre sa chance parce que t'as un peu rien à perdre. Fait que, dans le sens que arrêtez de penser d'envoyer un message puis envoyer le message. Il y a tellement rien à perdre. Puis oui, puis quand je me suis rendu compte de ça, puis j'ai plus agi de cette façon-là dans le dating, j'ai trouvé ça tellement moins lourd, puis tu rumines tellement moins. Puis c'est quoi le pire qui arrive? La personne te répond pas ou peu importe. Donc, d'arrêter de prendre ça pour comme une montagne qui est, des fois, c'est si simple, puis ça peut être d'être plus dans l'impulsivité aussi, tu sais, par rapport à ça, dans le dating, là, pas dans toutes les sphères de notre vie, mais parce que je parlais avec mes amis, puis je disais que, tu sais, moi, si je voyais quelqu'un sur les réseaux sociaux ou que je me disais, ça pourrait peut-être être un fit, j'ai envoyé un message, puis elle était comme, ils m'ont dit jamais que je ferais ça, puis j'étais comme, mais pourquoi? Parce qu'au final, t'as rien à perdre, même tu connais pas la personne, c'est pas grave, là, tu sais, fait que de oser. Ça serait ma confession du jour. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. D'avoir tout analysé. On n'a pas passé à travers tout. Mais par contre, avant qu'on termine, est-ce que les gens peuvent te consulter? Les gens peuvent me contacter par mon site web, sylvielavallée.com. Vous allez avoir un peu mes spécialités cliniques, mes livres. Puis oui, je fais de la consultation en individuel seulement. C'est sûr qu'il y a un petit délai, là. Il faut être un peu patient. Mais comme je travaille dans une approche à court terme, à un moment donné, j'ai toujours de la place pour d'autres disponibilités. Je ne suis pas des gens sur... Tu sais, je ne fais pas de la psychanalyse là, 3 fois semaine pendant 7 ans. Ouais. Il y en a que c'est ça. Mais oui, bien sûr. Là. Yeah, génial. Parce qu'on le sait, autant qu'il y en a plein de sexologues, des fois, on ne sait comme pas trop par où aller. Donc, effectivement, ton site web va être en description d'épisode. Donc, si jamais les gens sont intéressés par tes livres ou par une consultation, ils vont avoir l'info. Merci beaucoup. Merci. Et à la semaine prochaine. Bye! Merci.
Je tiens à remercier nos 2 partenaires officiels qui rendent la saison 4 du balado possible. On a Séduction. Si tu as envie de pimenter ta vie sexuelle ou de mieux te connaître, chez Séduction, on t'écoute, on t'équipe, on te guide. Le plaisir commence ici. Et on a aussi Cul-de-sac, les jeux de conversation intimes créés par Apérosexo où toutes les questions ont été rédigées par des professionnels en sexologie. Donc, que ça soit pour jouer en couple, entre amis, en date, si vous voulez des conversations plus deep, Cul-de-sac est là pour vous avec ses 4 éditions à jouer dans différents contextes. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui rendent ce beau projet possible. Merci à Gabriel Boutin pour la photo de la saison 4, Fred Tagvorian pour la musique, le Studio SF qui nous accueille à toutes les semaines, Small Medium Large qui se sont occupés de tout notre design intérieur. Soyez au rendez-vous tous les lundis. On se voit la semaine prochaine!